Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Bonjour Myriam El Khomri. Bonjour. Vous êtes membre du gouvernement, secrétaire d'État à la politique de la ville. On va bien sûr parler ensemble des quartiers. On va parler du terme d'apartheid que vous cautionnez, cité par Manuel Valls. On va éventuellement parler de votre parti et de votre parcours personnel. Mais l'actualité ce matin, c'est la visite de François Hollande à ce cimetière juif en Alsace qui a été profané. J'ai une question toute simple. Comment combat-on l'antisémitisme en France en 2015 ? Je pense qu'on s'est peut-être pas suffisamment indigné par rapport aux actes antisémites qui sont produits. Je pense par exemple à cette agression à Créteil qui était horrible au mois de décembre, sur lequel la société française ne s'est pas suffisamment indignée. Et je crois qu'il est extrêmement important aujourd'hui à la fois qu'il y ait des sanctions fortes par rapport à des actes ignobles comme la profanation de tombes, mais aussi qu'il y ait un sursaut de la société française sur l'ensemble de ces agressions antisémites qui peuvent exister. Il y a une sorte de banalisation ? Il n'y a pas suffisamment eu d'indignation, j'en suis convaincue. Et je crois qu'aujourd'hui, à la fois avec une réponse forte en termes de sanctions, mais aussi d'éducation à ce que c'est, quand on regarde ce qui s'est passé en France il y a un mois, ce qui s'est passé à Copenhague, oui. On voit bien que c'est les mêmes cibles. C'est des citoyens juifs, des policiers, la liberté d'expression. Et je crois que nous devons absolument combattre cette idéologie, cet antisémitisme parfois qu'on peut ordinaire. Et je crois qu'il y a un aspect extrêmement éducatif aussi à mettre en œuvre, avec des sanctions extrêmement fermes. Vous sillonnez la France, vous sillonnez les quartiers. Est-ce que vous sentez justement cette espèce d'antisémitisme un peu latent ? Il y a une banalisation, en effet. Il y a ce discours parfois des deux poids, deux mesures. Et je crois que la question éducative est extrêmement importante. Lutter contre le racisme, l'antisémitisme, c'est aussi combattre une certaine idéologie. Manuel Valls a eu un propos hier quand il a parlé d'islamo-fascisme. Vous aimez beaucoup les formules de Manuel Valls ? Écoutez, vous la trouvez choc, celle-ci ? Elle correspond à quelque chose, à une réalité pour vous ? Ça permet de marquer les esprits. Et je crois que c'est important de dire que de bien séparer l'islam de cette sorte de qu'on va appeler d'idéologie, par exemple, qui est de celle de Daesh, qui essaie d'embrigader des personnes, qui utilise les femmes, le viol des femmes comme arme de guerre. Je pense que c'est important d'avoir des mots forts aussi pour comprendre ce que nous devons combattre de façon unitaire dans notre pays. Alors vous avez parlé de Copenhague tout à l'heure, il y a eu un grand rassemblement hier soir, puis il y a eu cette image un peu dérangeante où l'on voyait des fleurs devant le domicile du tueur, du terroriste, avec de jeunes Danois qui se recueillaient devant cette maison. C'est une image dérangeante, qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Est-ce qu'elle ne montre pas l'échec de nos démocraties, d'une certaine manière ? Elle montre en tout cas qu'il faut absolument que la lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme, fasse l'objet d'une vraie cohérence du discours de tous les adultes. Il faut que nous arrivions véritablement entre l'école, et Najat Vallaud-Belkacem a commencé tout ce travail, l'école, les acteurs associatifs, notamment dans les quartiers populaires, il faut véritablement que nous abordions ces questions, que nous les mettions pas comme mettre la poussière sous le tapis. Il faut véritablement que nous parlions de ces éléments-là, parce que aujourd'hui, nous devons absolument combattre cette idéologie. Et ce qui me semble important, et ce que nous apprennent les événements aussi de janvier, c'est que bien sûr, il faut lutter contre les inégalités, mais il faut pas oublier qu'avant tout, il faut aussi lutter contre le terrorisme et la radicalisation. Et bien sûr que ces images sont particulièrement choquantes. Ça demande un travail, et ça demande aussi un travail éducatif, mais ça demande aussi une fermeté. On va reparler éducation dans un instant. L'actualité politique, économique et parlementaire, c'est aussi la loi Macron. Ça s'annonce très chaud du côté du Parti socialiste. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos collègues députés socialistes qui ne vont pas voter le texte ? C'est une loi qui permet... Ce serait une faute pour vous ? Oui, c'est une loi qui permet de libérer les énergies, de retrouver de l'emploi, d'améliorer la croissance, de mettre fin à certaines lourdeurs, par exemple sur les jeunes, le permis de conduire avec un délai maximum de 45 jours, c'est une avancée. La compensation aussi par rapport au travail du dimanche, c'est une avancée. Donc pour moi, c'est une loi qui permet d'attaquer
quelques verrous de notre société qui permettraient justement de développer l'emploi. Donc, il y a eu une discussion qui a été longue. Emmanuel Macron a été extrêmement présent à l'Assemblée. Il y a eu beaucoup d'amendements. Benoît, mon ancien numéro 3 du gouvernement, qui ne vote pas ce texte, il y a 6 mois, faisait partie de ce gouvernement. Comment expliquez-vous justement qu'une personnalité comme lui ne vote pas un texte aussi important? Est-ce que c'est pas la preuve qu'il y a aujourd'hui de gauche à l'intérieur du PS? Je ne sais pas s'il y a de gauche, je sais qu'il y a des espaces de discussion et qu'on est un parti où il y a toujours eu du débat et je pense que c'est une bonne chose. J'espère que nous allons bien atterrir sur la loi Macron parce que je pense que c'est une avancée pour les Français, c'est une avancée pour de nombreux salariés et de ce point de vue-là, il me semble important, il y a eu cet espace de discussion. Maintenant, il me semble qu'il est important que les uns et les autres prennent leurs responsabilités. Myriam El Khomri, vous êtes chargée de la politique de la ville au sein du gouvernement. Votre credo, c'est la mixité sociale? Oui, je pense qu'il y a des questions structurelles qui se posent dans les quartiers de la politique de la ville. Pardonnez-moi, mais j'ai l'impression que ça fait 30 ans que j'entends parler de mixité sociale quand on parle de la politique de la ville. En effet, la mixité sociale, c'est un mot un peu valise. Le Premier ministre a employé le mot de stratégie de peuplement, qui est un mot qui paraît un peu technique. C'est ce que mettent en place les bailleurs avec les élus locaux. Ce qui me semble important. Déjà, la politique de la ville, qu'est-ce que c'est? C'est 6 millions de personnes qui habitent dans des quartiers où il y a une concentration urbaine de pauvreté. Et on s'attaque autant aux banlieues des grandes villes qu'à des villes moyennes, qu'à des villes... Le portrait robot, j'allais dire justement, de ces quartiers, c'est quoi? C'est un taux de chômage record, c'est une insécurité, ce sont des services... C'est une concentration urbaine de pauvreté, et les fractures de ces quartiers, c'est par exemple un chômage des jeunes de près de 45%. C'est la moitié des familles qui sont des mères seules avec enfants, ce qu'on appelle des familles monoparentales. C'est aussi un taux de chômage de 23%, et 2 fois plus de chômage chez les jeunes diplômés à diplôme égal. Donc on voit bien qu'il y a des fractures, qu'il y a des discriminations qui sont fortes dans ces quartiers. Donc aujourd'hui, la question de ces quartiers, c'est de se dire, il y a des gens qui s'en sortent, et on voit bien qu'un tiers des habitants de ces quartiers changent d'adresse tous les 5 ans. Donc il y a une question, c'est pourquoi sont-ils remplacés toujours par des personnes encore plus pauvres? Ça, c'est une question structurelle. On parle souvent de mixité sociale. Aujourd'hui, on a mis sur la table des outils qui permettraient de lutter justement contre cette ghettoisation. Pourquoi ces personnes viennent dans ces quartiers? Parce qu'il y a une offre accessible de logement, mais parce que cette offre accessible de logement, on ne la trouve pas dans d'autres quartiers aussi. Donc l'enjeu, on voit bien que les problèmes dans ces quartiers ne sont pas les problèmes que de ces quartiers, mais sont bien ceux de la France entière. Et le nerf de la guerre, c'est l'argent. Quel est le budget de votre ministère? Le budget de mon ministère, il y a 5 milliards d'euros de l'Agence nationale de rénovation urbaine. Donc c'est pour améliorer le cadre de vie, apporter de la vitalité, créer des locaux commerciaux, du transport, de la rénovation urbaine. Et puis il y a un budget de 338 millions d'euros. C'est pas beaucoup, 338 millions d'euros, non? Au crédit d'intervention de la politique de la ville. Mais la politique de la ville, elle est par essence interministérielle. Dedans, il y a les enseignants qui vont être dans les écoles. Il y a tout le programme d'éducation prioritaire, la réforme qui a été mise en place, qui donne plus de moyens aux établissements qui ont plus de besoins. Il y a les ZSP du ministre de l'Intérieur, 77 des 80 ZSP, zones de sécurité prioritaire, sont dans les quartiers de la politique de la ville. Donc vous voyez bien que dans chaque ministère, il y a des priorités qui sont données dans ces quartiers. Aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'il faut aller plus vite et plus loin, notamment sur la question de comment on lutte contre la ghettoisation, et donc ça appelle à l'application de la loi SRU sur les autres quartiers. C'est pas normal d'avoir des communes solidarité renouvellement urbain. C'est pas normal d'avoir des communes à 80% de logements sociaux et d'autres à 5%. Donc vous voulez sanctionner les maires, par exemple? Oui, c'est prévu par la loi. Il faut aller plus vite et plus loin dans la mise en œuvre de ce qui est prévu par la loi. Myriam El Khomri, il y a 40 ans, on pouvait aller à Grigny. Aujourd'hui, on n'y rentre plus. Marseille, l'autre jour, un policier a été accueilli par des tirs de Kalachnikov. Alors, je sais bien, c'est quelques Ce n'est quartiers. Pas tous les visages de la politique de la ville. Mais c'est aussi une réalité. Comment fait-on pour répondre justement à ces urgences? Je le rappelle, ça fait 30 ans qu'on nous parle de politique de la ville, 70 milliards d'euros à peu près investis dans les quartiers. C'est quoi? C'est un échec? Ou si on n'avait pas eu ces 70 millions, ça serait pire aujourd'hui? Comment vous l'analysez? Je pense que la rénovation urbaine, et d'ailleurs il y a une continuité républicaine sur le sujet, a permis d'améliorer le quotidien des habitants en leur redonnant de la dignité, en luttant contre l'insalubrité. Est-ce que ça a permis d'améliorer la situation sociale de ces habitants? Non. Aujourd'hui, le premier enjeu de ces quartiers, c'est l'emploi. Le second enjeu, c'est la question de la sécurité. Les zones de sécurité prioritaire ont apporté des améliorations. Je l'ai vu à Marseille en y étant allé avec le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre. On a bien vu que ça a amélioré les choses. Néanmoins, c'est une action de longue
haleine. Et en même temps, il faut bien évidemment que nous répondions à la question du chômage des jeunes dans ces quartiers. Le Conseil interministériel sous l'égide du Premier ministre de début mars visera notamment à créer des nouvelles formes de travail innovantes. Je pense à un sujet qui, moi, m'intéresse beaucoup, sur lequel je travaille notamment avec Axel Lemaire et Najat Vallaud-Belkacem, qui est les formations au numérique. Pourquoi ? Parce qu'il y a un marché de l'emploi sur les métiers du numérique. On a des jeunes, parfois, qui sont sortis du système scolaire très tôt, et on voit bien que si nous arrivons à créer des formations assez courtes sur ces territoires, à des nouveaux métiers où il y a un bassin de l'emploi, nous pourrions véritablement améliorer la question du chômage des jeunes et la qualification de ces jeunes. Myriam El Khomri, vous parliez d'éducation il y a quelques minutes. Il y a 2 mois, quand on parlait éducation, on se demandait s'il fallait supprimer ou pas les notes. D'un seul coup, on nous parle de remettre du français, de remettre de l'histoire, d'apprendre la Marseillaise, de connaître l'histoire de notre pays. Mais il faut un événement comme ce qui s'est passé en janvier pour que les politiques ouvrent les yeux. La question de l'éducation civique et morale était prévue dans la loi de Vincent Payon, de refondation de l'école, donc tout ceci était acté. Enfin, chaque ministre à la rentrée m'explique que tout va bien. Néanmoins, non, je crois que l'esprit du 11 janvier, c'est aussi de se dire que nos valeurs de républicaines, nous sommes tous attachés, il faut qu'elles soient aussi vécues au quotidien, et il faut vraiment être en capacité de les transmettre. J'étais hier avec le président de la République à l'EPID, l'établissement public d'insertion défense en Seine-et-Marne. Le président, c'est des établissements qui permettent à des jeunes volontaires de 18 à 25 ans d'avoir un projet professionnel, qui ne savent pas, qui sont parfois, excusez-moi l'expression, en train de végéter chez eux depuis 2 ans, qui permet justement, à partir de leur volonté, d'essayer de trouver un projet professionnel avec des allers-retours en entreprise. Ils se réveillent tous les matins à 6h30, il y a la levée des couleurs, il y a la Marseillaise, il y a un cadre, et tous ces jeunes le disent de façon unanime. Tous ces jeunes le disent de façon unanime, c'est structurant, on avait besoin de cadres. Le président de la République a annoncé qu'on allait augmenter le nombre de places des EPID, je pense que c'est une bonne chose, ça permet d'outiller un peu plus la palette de réponses pour des jeunes, justement, qui sont en difficulté et qui sont aujourd'hui, qui n'ont pas de qualification. En quelques secondes, comment fait-on pour faire revenir des entreprises dans des quartiers difficiles, pour leur dire venez, installez-vous, vous allez voir, c'est très bien, vous ne risquez rien. Comment on fait concrètement quand on est ministre comme vous ? Déjà, il y a la question des locaux commerciaux. Ouais. Donc, il faut bien évidemment leur permettre d'avoir une ingénierie, des locaux sur place. Mais il y a aussi parfois ce que nous avons fait avec les territoires entrepreneurs, des exonérations fiscales en échange de clauses d'embauche avec des habitants du quartier. Ce que les entreprises sont en train de comprendre, c'est que dans ces quartiers, il y a beaucoup de talent et beaucoup de combativité. Et que finalement, ça leur apporte. Il y a un vrai sujet qui est la question de la qualification. Nous devons faire parler les acteurs de l'emploi avec les acteurs du monde économique. Ça, c'est un enjeu prioritaire. Néanmoins, on voit bien que quand on installe des locaux, quand on met du transport, les entreprises viennent parce qu'elles se rendent compte aussi qu'il y a beaucoup de talent et de combativité dans ces quartiers. La secrétaire d'État chargée de la politique de la ville, Myriam El Khomri, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Vous le savez peut-être.